Ouais, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 3, voire 4 mini-cours d'introduction que j'ai appelé Prédire le cerveau. J'ai décidé de le faire en français. Voilà, donc c'est de façon générale une sorte d'introduction à la question de qu'est-ce qu'on peut attendre de la modélisation, d'analyse de données pour, euh, pour comprendre le cerveau, mais aussi pour essayer de le suivre. Et donc là, je vais prendre l'exemple de l'anesthésie. Dans un prochain cours, je parlerai de l'épilepsie, du coma et puis du tremblement. C'est des sujets qu'on a regardés récemment. Et surtout de savoir vers où on va en lien avec l'intelligence artificielle, surtout le deep learning, et comment on va arriver à une interface. On parlait depuis 30 ans de l'interface homme-machine. Là, c'est plutôt une interface cerveau-intelligence artificielle, en tout cas les algorithmes. Ok, donc je parlerai un peu de tout ça. Ok, on y va. Donc, prédire le cerveau, je vais commencer par ça, par dire que de toute façon, il y a deux façons d'aimer le cerveau, hein. Soit vous aimez la cuisine, et donc ça, c'est évidemment la cervelle de vos persillés. Pour ceux qui vivent en France, eh bien, c'est une recette nationale. Donc, je ne vais pas dans le détail de ce qu'il faut mettre dedans. Je vous laisse prendre la recette. Donc, ça, c'est la première façon. Que ce soit avec des gousses d'ail, du persil, du vinaigre, de la farine, de l'eau, du beurre, des pommes de terre, etc. Et voilà ce qu'il y a dans votre assiette. Donc, ça, c'est la cervelle et ça, c'est les pommes de terre. Ok. Et pour ceux qui veulent la réussir avec la sauteuse en cuivre, toujours pareil, c'est plus sûr. Ok. Et maintenant, on va aller dans la deuxième façon de l'aimer, le cerveau, je dirais à travers la science. Euh, Depuis plus de 500 ans, depuis les dessins de Léonard de Vinci, on comprend que c'est une structure complexe qui se décompose en différents aires. Euh, Là, illustré de cette façon-là, là, c'est regarder l'hippocampe, donc c'est une partie interne du cerveau. Et là, ce qu'on voit, c'est à travers un ensemble d'électrodes qui sont organisées en réseau. Hein. Vous voyez les petits fils, là, ça forme des électrodes. De ces électrodes, on peut enregistrer le signal. Alors, c'est un signal moyenné, hein. Il y a des centaines, des milliers, voire beaucoup plus de neurones qui participent à ça. Hein. C'est quand le neurone est en tranche et qu'il est placé dans ce réseau d'électrodes, on peut enregistrer à travers le temps quels sont les changements de voltage intégrés, et donc ça permet de savoir plus précisément ce que chaque petit bout de région ici, comment elle s'organise et comment l'ensemble s'organise. Donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est pour montrer que étudier le cerveau, ça se fait tous les jours avec différents types de moyens. Là, c'est un projet qui a plus de 10 ans, 10-15 ans, c'est la notion de connectomique. En gros, chaque couleur correspond à un neurone qu'on peut suivre à travers le cerveau pour savoir quel autre neurone, quelle autre couleur de neurone il va toucher. Et donc, ça permet d'avoir une information anatomique dans la représentation de comment chaque neurone s'organise localement et à travers le réseau. Voilà, donc ça s'appelle la connectomique. C'est un projet qui a eu une grande envergure avec le Allen Institute à Washington, aux États-Unis. Voilà, donc le cerveau à plusieurs échelles. Donc je reprends souvent cette diapo parce qu'elle est importante. Donc le cerveau s'organise et fonctionne à des échelles spatio-temporelles différentes, que ce soit, ça va du nanomètre à l'échelle du centimètre, hein, en passant par l'organisation des cellules, de l'aspect sous-cellulaire, des synapses, on est de l'ordre du micron, de l'ensemble des neurones, au réseau de neurones, au cortex, aux différentes régions du cerveau.
Voilà, donc on est vraiment dans une intégration qui est connue, je dirais, depuis le début, mais enfin, c'est important de le rappeler parce que chaque échelle requiert en fait une modélisation, une approche différente. Et à chaque échelle est associée des échelles de temps. La molécule, c'est la picoseconde, je dirais de la synapse, c'est de la centaine de nanos à la microseconde, dizaine de microsecondes. Ensuite, on va vers l'intégration qui va de la centaine allez, quelques millisecondes à la minute, enfin excusez-moi, à la milliseconde à la seconde. Ensuite, on est de la seconde à la minute, donc ça c'est l'intégration plutôt pour tout ce qui est, on va dire, intégration de la mémoire. Et puis après, on va de l'heure à la journée et à l'année pour la validité, hein, pour ce qui s'est passé dans une synapse. On a appris quelque chose qui va rester jusqu'à des années. Donc les lois computationnelles de la biophysique et de comment ça marche à la statistique de plein de neurones pour comprendre la physiologie, on reste encore aujourd'hui, après plus de dizaines d'années, ça reste encore difficile d'avoir des modèles précis qui soient robustes, qui prédisent des choses. Mais au niveau moléculaire biophysique, on peut utiliser toute la description stochastique qui a amené pas mal de choses ici. Et on commence à avoir des prédictions de la synapse, de son organisation, grâce à la modélisation. Donc, un neurone, il faut savoir, la chose la plus importante, c'est les propriétés d'excitabilité. Hein, c'est là, en fonction du temps, ça c'est le voltage. Et on voit ici une électrode, et en stimulant l'électrode, eh bien, l'électrode stimule le neurone en envoyant par exemple un courant électrique, et on voit que ce courant électrique crée une activité qui va avoir une échelle de temps qui peut aller de la dizaine, centaine, voire jusqu'à la seconde. Et ça, c'est en contraste avec une autre population qui sont les astrocytes, où là, quand on regarde le potentiel de membrane, le potentiel de membrane est plus ou moins plat dans le soma. Récemment, on s'est intéressé aux protrusions, et là, c'est une autre histoire. Donc, on enregistre le cerveau. Enregistrer le cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, mettre une électrode sur le scalp, et ce sont des effets dipolaires qui se trouvent au niveau de certains neurones du cortex, qui permet de créer une amplification ici, et cette amplification, comme on le voit, va pouvoir être perçue par l'électrode et donc amplifiée, et c'est ce signal qui nous sert pour monitorer le cerveau. Donc typiquement ici on voit ce qui se passe pendant des ensembles d'enregistrements. On voit le scalp ici qui est couvert d'électrodes, et ces enregistrements servent tous les jours pour classifier le sommeil, étudier l'épilepsie, et puis monitorer par exemple l'anesthésie. Donc les thèmes que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est pourquoi et comment on peut étudier le cerveau avec l'EEG pendant l'anesthésie. Deuxième partie, la modélisation du cerveau. Comment, à partir des enregistrements, on peut faire cette analyse du signal. Le signal, alors une difficulté principale, et que je reviendrai dessus, pourquoi en fait toute l'artillerie du deep learning ne marche pas si bien, ne marche même pas du tout avec ce type d'approche de EEG? C'est parce qu'en fait le cerveau donne un signal qui n'est pas segmenté. Les mots sont segmentés, les phrases sont segmentées, les mots sont segmentés en lettres, une phrase est segmentée en mots, un paragraphe est segmenté en phrases, etc. Donc cette architecture, elle permet de savoir de quoi on parle, et de faire apprendre à ces réseaux profonds, en fait, l'organisation structurelle et de ce qui vient après un mot de façon probabiliste. Ça reste des statistiques, mais on voit comment ça marche aujourd'hui avec ChatGPT. Le problème avec le EEG, c'est que la segmentation reste un problème ouvert, et je vais vous montrer comment on peut arriver à
à débroussailler un petit peu, bien que on ne soit qu'au début. Donc ça permet de classifier et de préparer en fait, cette technologie, la technologie du deep learning, une fois qu'on aura ces segmentations, pour aller plus loin. Et peut-on réparer, monitorer le cerveau et où est-ce qu'on va? Donc ça sera dans la troisième partie. Alors, ouais, prédire le cerveau, ça veut dire quoi? Donc, un bon exemple, c'est de repartir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire de la prédiction de la météo. Et donc, on part de données, que ce soit la pression, la température, quelles sont la pression à un endroit donné, qui peuvent être recueillies de façon automatique par des satellites, par des capteurs, la température. Donc ça, ce sont ces données. On sait quels sont les états, que ce soit la pluie, la neige, où il fait beau. Tout ça, ce sont des états qu'on peut essayer qui sont bien précis, qu'on peut essayer de prédire. Et les modèles, eh bien, ils sont connus. C'est les modèles de la mécanique des fluides, de la thermodynamique, qui nous permet de savoir, si on connaît l'écoulement à un endroit donné à un temps t, de savoir comment cet écoulement il évolue au cours du temps. Et donc utiliser les informations terrestres sur l'organisation des courants à travers la Terre pour utiliser ces informations-là en utilisant des données spécifiques à un moment donné pour définir quels vont être les états dans le futur. Et on a des prédictions qui peuvent aller 24 heures, 48 heures, etc. Et l'intelligence artificielle apprend de ces états qui vont pouvoir se répéter de façon récurrente et donc va pouvoir donner des prédictions de plus en plus fines. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est évidemment, est-ce qu'on peut prédire sans modèle, avec des données, même si elles sont imparfaites, et sans identification d'état, et en plus de ça en temps réel. Donc là, je suis passé à la question de comment prédire le cerveau. Donc il n'y a pas nécessairement de modèle. Les données sont complètement imparfaites, incomplètes. C'est comme si on avait une projection de données dans une certaine dimension alors qu'on n'a pas accès à toutes les autres dimensions. On ne sait pas bien définir l'état. Par exemple, si on est pendant l'anesthésie, on voudrait savoir s'il y a des états pas trop profonds, relativement profonds. Si on est pendant l'épilepsie ou avant l'épilepsie, est-ce qu'il y a des états qui annoncent une crise d'épilepsie de façon précise, avec quelle probabilité? Et pareil pour le tremblement. Donc, et en plus de ça, on voudrait faire ça en temps réel, c'est-à-dire avoir avec quelques minutes d'avance, quelques secondes d'avance, ce ne serait peut-être pas suffisant, mais quelques minutes d'avance, si on peut éviter une crise d'épilepsie au volant d'une voiture, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc ça, c'est les conditions dans lesquelles on va essayer de travailler. Donc je vais commencer par le monitorage du cerveau. Grâce aux électrodes, on peut recueillir un signal qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Donc on voit ici des ondes lentes avec des ondes plus rapides qui constituent ce signal. On peut utiliser une autre technologie qui s'appelle la technologie neuropixel, où on envoie ici des électrodes extrêmement fines dans le cerveau, et ces électrodes permettent d'enregistrer jusqu'à 1 millier, voire plus, de neurones lorsqu'elles sont immergées dans une région spécifique. Donc ici on voit cet ensemble de neurones et on voit comment, cet ensemble pénètre dans le cerveau, comment on peut enregistrer des millions, voire des centaines de millions de neurones, mais il faut choisir, et donc l'électrode permet, quand on l'injecte ici de façon précise, on peut enregistrer un neurone à la fois, mais on a le choix parmi des millions de neurones. Voilà typiquement un exemple en fonction du temps. Ça c'est le temps. Ça c'est différentes régions ici du cerveau. On a l'hippocampe, CA1, différentes régions ici, et on voit en fonction du temps, le raster plot, chaque élément correspond à un spike de neurones. Voilà, donc on a un spike, on voit donc cet alignement ici en fonction du temps, qui permet de savoir si un neurone a déchargé ou pas, et à quel moment il a déchargé, et est-ce qu'il a déchargé en phase avec d'autres neurones qui sont dans d'autres régions,
qui sont illustrés ici. Donc ça pose la première question de reconstruire les signaux, de leur identification et de ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, la segmentation et l'interprétation. Donc segmenter, c'est pouvoir isoler les spikes en certains ensembles qui sont intéressants et c'est pour ça qu'on veut les regrouper, et les interpréter parce que lorsqu'ils sont dans un groupe, eh bien, peut-être qu'ils veulent dire quelque chose lorsque une région ou lorsqu'il y a une action spécifique, par exemple de la souris, a été détectée. Alors historiquement, on peut remonter à Hans Berger, qui fut le premier à découvrir qu'en mettant une électrode sur la tête d'une personne, on peut avoir un signal, donc ici représenté, donc c'est le signal électroencéphalogramme, et on voit ici ces états qui s'appellent des spindles. On voit ces oscillations s'amplifier et décroître en fonction du temps. Voilà typiquement ce qu'il avait obtenu il y a plus d'une centaine d'années. On voit ce spindle apparaître, donc ces oscillations qui sont confinées dans le temps, qui augmentent et qui diminuent. Et jusqu'à aujourd'hui, la question c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire de voir ces spindles et quelle physiologie les sous-tend. Et plus que ça, qu'est-ce qu'elle veut dire sur l'interaction des différentes aires du cerveau. Alors, 80 ans plus tard, pendant donc un chirurgien qui opère. Ici, c'est typiquement une chirurgie viscérale. Et donc, vous avez de l'autre côté l'anesthésiste qui va monitorer l'état du cerveau grâce à des électrodes qui sont posées sur le front avec des machines qui maintenant ont plus d'une vingtaine d'années et qui enregistrent un nombre entre 0 et 100. Et ce nombre donne une information sur, à un instant T, le degré de profondeur du cerveau. 0, c'est trop profond, et 100, c'est le patient est éveillé. Bon, cette mesure temps réel de la profondeur du cerveau ne permet pas de savoir ce qui va se passer dans le futur. Elle donne ce qui se passe à un temps donné. Et donc ça, c'est très important, parce que si on veut anticiper des états trop profonds ou trop légers, on ne peut pas utiliser cette machine en tant que telle. Il faut interpréter ce que cette machine dit. Autrement dit, on ne pourrait pas se passer ici d'un clinicien en branchant simplement la machine sur une pompe qui pousserait les seringues et qui simplement utiliserait ce nombre pour définir l'état du cerveau du patient. Donc à travers les années, les cliniciens ont réussi à donner un sens ou au moins interpréter certains motifs. Donc ici, quand un patient est éveillé, on voit une activité rapide avec des oscillations qui sont à 30 Hz, 40, 50 Hz, qui représentent des oscillations, ce qu'on appelle oscillations gamma. Il peut y avoir aussi des oscillations de type bêta entre 15 et 30 Hz. Mais ce qui est intéressant, c'est pendant l'anesthésie, ou pendant le sommeil, c'est de voir qu'il y a d'autres types d'ondes qui apparaissent. Donc typiquement des ondes lentes ici, on voit ici cette vague beaucoup plus lente qui s'appelle les ondes delta, avec des ondes alpha qui sont entre 8 et 12 Hz. Et donc plus le cerveau rentre dans des états profonds, moins il y a par exemple ces spindles alpha, entre 8 et 12 Hz, et il y a des ondes lentes. Et si on continue à aller beaucoup plus loin, dans l'augmentation des doses, on voit apparaître ce qu'on appelle des suppressions, des burst suppressions, qui sont un motif très particulier. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Et si on continue, on peut avoir même un motif de EEG plat. Et là, c'est pas bon parce qu'un EEG plat tout du long, si ça continue, c'est le signe d'une mort cérébrale. Donc il y a une lecture de ces motifs, bien que leur interprétation, c'est-à-dire que fait ce motif-là, après celui-là, etc., ça reste des choses qui ne sont pas comprises. Donc on verra qu'il y a une cinquantaine d'années, les gens se sont posés la question, mais est-ce que finalement, ces motifs ne sont pas tout simplement dus à des états aléatoires, mais qui reflètent l'interaction entre
des neurones excitateurs et des neurones inhibiteurs. Et donc en fait, ce motif par lui-même n'a pas vraiment de sens, puisqu'il est aléatoire, mais peut-être que la statistique des motifs pris tout ensemble, par exemple quelle est en moyenne l'évolution ou la fréquence, peut-être que ça a une signification. Donc, maintenant que je vous ai montré ces motifs-là, je n'ai pas encore eu le temps de... Enfin, j'étais en train de développer. Un ensemble de signaux tels que je vous les ai montrés dans la diapo précédente, où on voit des motifs rapides. Et là, ce qui est intéressant, Je baissais à 2 le cerveau. Cerveau à 2. Noté. Et donc, ça veut dire que malgré ces machines, pour des raisons diverses, il arrive que le cerveau du patient soit dans des états trop profonds. Et donc la question c'est, est-ce qu'on doit les éviter? Et si oui, on veut les éviter, comment on les évite? Sachant qu'avant, ils peuvent arriver, mais avant de les voir arriver, on a un signal qui contient des motifs alpha et delta. Donc c'est pas évident de comprendre cette statistique-là, de savoir si oui ou non, après 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 5 minutes, on va voir apparaître ici ces motifs trop profonds. Donc, comment prédire la dose d'anesthésie? Ça reste aujourd'hui un sujet qui n'est réglé que par le professionnel, que par le clinicien lui-même, bien qu'il y ait ces indices, dont j'ai rapidement dit qu'ils étaient entre 0 et 100. Je n'ai pas expliqué comment ils étaient calculés. La plupart restent encore secrets, mais on commence à comprendre qu'ils dépendent de la statistique de la bande alpha ou de la bande delta. Donc, on a besoin si on veut en tout cas prédire et d'empêcher des sédations trop profondes, on a besoin d'algorithmes intelligents. Mais, comme j'ai un peu essayé de le dire, faire des algorithmes intelligents quand on ne sait pas segmenter le cerveau, quand on ne peut pas faire apprendre des algorithmes profonds qui permettraient de prédire la statistique de ce qui arrive après certains événements, on est cantonné, je dirais, à un machine learning qui est assez rudimentaire, élémentaire, tant qu'on n'a pas réussi à faire cette segmentation universelle. Donc, pourquoi c'est important de régler ce problème? Parce que, à la fois chez les enfants et chez les personnes âgées, avoir une sédation trop profonde, chez le premier cas, ça peut entraîner des dysfonctionnements cognitifs qui peuvent avoir des conséquences sur l'apprentissage et la mémoire à l'école. Et chez la personne plus âgée, il peut y avoir des conséquences de dysfonctionnement cognitif, des troubles cognitifs qui peuvent affecter la vie de tous les jours. Donc voilà, ça ce sont ces deux populations à risque, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments dans la population entre ces deux âges qui ne sont pas à risque. Voilà, donc il y a des marqueurs, comme je vous l'ai dit, d'anesthésie trop profonde. Voilà typiquement des suppressions encadrées par des bursts en bleu, les suppressions sont en rouge. Ces suppressions arrivent dans d'autres états autres que l'anesthésie, par exemple dans les états de coma, pendant certaines épilepsies, dans le cas d'hypothermie, on a vu apparaître ces bursts suppressions, et ainsi que certaines émergences post-opératoires de délirium. Et évidemment, elles apparaissent systématiquement dans le cas de surdosage anesthétique chez le patient qui est suffisamment fragile pour les faire apparaître. Donc une question qu'on s'était posée il y a un certain temps, c'est est-ce qu'on peut empêcher l'apparition de ces éléments en regardant le signal avec quelques minutes d'avance. Donc
Ces éléments-là définissent un patient sensible. Un patient sensible, c'est un patient qui va faire beaucoup plus de suppression isoélectrique qu'un patient normal. Donc ça veut dire qu'il est aussi intéressant de pouvoir détecter ce type de patient, par exemple dès le début de l'anesthésie. Alors, pour terminer cette première introduction, je vais simplement rappeler que l'anesthésie, elle est décomposée en 3 phases. Une phase d'induction où le patient, une fois qu'il est sur la table, on l'injecte avec un certain nombre de produits, en particulier des hypnotiques, qui vont lui faire perdre sa conscience. Donc ça, c'est cette période-là d'induction, où pour certains patients, on va devoir les intuber pour pouvoir garantir une oxygénation continue. On va dire que entre ces 2 points, c'est l'anesthésie stabilisée où le chirurgien peut opérer. Et une fois que l'opération s'est finie, il y a le moment de retour, et qui est souvent un moment où il faut réveiller le patient ou au moins le laisser aller dans un état où il va se réveiller. Donc il y a un moment où les produits eux-mêmes doivent s'éliminer et surtout le cerveau doit revenir à un état de conscience. Et donc c'est là, c'est un moment aussi important parce que s'il y a eu une intubation, il faut pouvoir extraire le tube au bon moment, pas trop tard ou pas trop tôt. Alors, je vais rentrer là un tout petit peu dans le vif du sujet en parlant de comment on analyse le signal donc, par des méthodes qui ont plus d'une cinquantaine, soixantaine d'années. C'est la méthode de spectrogramme, c'est-à-dire qu'on a un signal, on prend une fenêtre entre T et T plus grand T, et on va calculer la puissance de ce signal en utilisant la transformée de Fourier. Donc là, je ne vais pas dans le détail de ce que c'est que la transformée de Fourier, mais ça permet de savoir quelle est la fréquence, quelles sont les fréquences qui sont ici dans ce signal. Et donc là, typiquement, donc là c'est la fréquence et là c'est leur puissance. On voit ici un pic à peu près à 10-12 Hz qui correspond à la bande alpha. Et quand on fait bouger cette fenêtre à travers le temps, c'est-à-dire à un temps T1, T2, T3, eh bien, on peut les superposer ici à travers le temps. Et ce pic-là qu'on voit sur les fenêtres successives, en fait, il est dépeint en rouge. Voilà, donc ça montre comment la bande alpha, ici, reste continue à travers le temps pendant l'anesthésie. Donc ça, c'est le temps, ça, c'est la puissance des différentes fréquences. Et là, typiquement, c'est un moment où il y a eu une suppression isoélectrique. Donc il n'y a plus de signal, sauf en basse fréquence. Et au bout d'un certain temps, la puissance alpha réapparaît. Et donc ça, c'est le signe d'une anesthésie stable, jusqu'au moment où on va avoir le zip de fin, qui permet de savoir, d'essayer, on peut utiliser ça pour essayer de prédire le moment où le patient va sortir de l'anesthésie. Mais il est assez difficile d'utiliser ce type de diagramme pour trouver des patterns prédictifs, c'est-à-dire que si on sait ce qui se passe à ce moment-là, est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer ici? Donc ça reste des choses difficiles. Donc là, je vais vous faire une anesthésie. On commence avec un patient qui va avoir du gaz, du sévoflurane, ici au temps T égale à 0. Donc là, le patient est éveillé, on voit des ondes rapides, typiquement dans le signal, il est 10h47. Puis, on commence à mettre le sévoflurane et on voit des ondes lentes qui commencent à apparaître. Puis, un bolus de propofol. Ce bolus-là, il est conseillé pour, par exemple, être sûr que quand on va intuber le patient ne va rien sentir. Et à 10h58, on voit une suppression isoélectrique qui, elle, est voulue pour être sûr que le patient ne va pas se réveiller lorsqu'il va être intubé. Et ensuite, la dose ici, donc le patient à un moment donné va retourner à un certain état où la bande alpha apparaît. Et là, il va y avoir une augmentation de la dose et ce qu'on voit, c'est que cette bande alpha commence à disparaître pour avoir ici ce qu'on appelle un état où il n'y a plus de bande alpha.
mais il reste de la bande delta. Donc on a décrit ça comme étant un état relativement profond, mais pas trop profond, donc acceptable. Et puis, on va arriver à un moment donné, ici, où on va arrêter la dose, et puis le patient va commencer à se réveiller, ce qui se traduit, le réveil du cerveau, par une augmentation de la fréquence moyenne de la bande alpha. Et cette fréquence, à un moment donné, disparaît complètement, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien. Pourquoi tout d'un coup, le cerveau change d'état, où la bande alpha disparaît, et là, on voit apparaître ensuite des motifs associés à un cerveau éveillé, avec de la présence des ondes bêta et gamma, donc des hautes fréquences rapides qu'on peut voir ici dans ce tracé. Voilà, donc ça c'est en raccourci une anesthésie d'un point de vue, on va dire, cérébral. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau à travers le monitorage de l'électroencéphalogramme. Donc là, c'était pour vous rappeler qu'une dose trop profonde, trop grande, est létale. Donc ça, c'est le rapport d'autopsie de Michael Jackson en 2009, où, si on peut lire ici la raison de sa mort, c'est une overdose, une intoxication à une dose trop forte de propofol. Et puis on peut lire plus précisément toute la dose qu'il y avait. Il y avait du propofol, lorazépam, midazépam, etc., lidocaïne, enfin, il y avait tout un cocktail. Voilà, mais aujourd'hui, on ne meurt plus de l'anesthésie. Mais par contre, il peut y avoir des complications post-opératoires qu'on a envie d'éviter. Voilà, je vais m'arrêter et je vais reprendre ensuite pour la deuxième partie sur comment prédire le cerveau. Et là, on va discuter d'un pilotage intelligent. Voilà, à tout de suite.